Allô et bienvenue à ce 20e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens en lien avec des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles. Au Québec, chaque communauté a son histoire et c'est ça que nous vous proposons de découvrir ensemble. Mon nom est Hugo et aujourd'hui, on reçoit Nathalie. Nathalie, comment vas-tu? Oui, bonjour. Je vais assez bien. J'ai passé une belle journée ensoleillée, à profiter de l'eau, du soleil, de la nature. Ça fait du bien. Yes. Et on a aussi Solange avec nous. Allô, Solange. Allô? Euh, Merci à vous deux de participer à cet enregistrement de l'épisode d'aujourd'hui. Puis on commence, comme on le fait régulièrement, avec un petit tour de table, comment je me sens, avec quelle énergie j'arrive. J'imagine que c'est des choses que vous faites dans votre pratique de temps en temps. Solange, veux-tu commencer avec comment tu arrives? Oui, comme je te l'ai dit tantôt, j'arrive avec un sentiment de fatigue. Je serais allée me coucher, j'aurais fait une sieste, ça aurait été correct. Mm. J'ai passé la journée sur le site de la nuée. Il s'est passé comme d'habitude toutes sortes de choses. La fille de Nathalie était là, je suis allée les reconduire pour qu'ils puissent se baigner. On a Ah, fait une petite réparation à la fosse septique, jaser avec les gens qui sont venus pour la réparation. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans une journée sur le site et c'est très désennuyant. Yeah. Alors voilà, je suis de bonne humeur, mais je suis fatiguée. Cool. Merci. Nathalie. Ouais. ben, moi aussi, je dirais que je suis quand même globalement fatiguée, mais par contre, j'ai passé une belle journée à me reposer, à profiter, en vacances en fait. Et d'ailleurs, je ne suis pas à Saint-Didas, je suis à Montréal. Donc, je me sens remplie de soleil. Le soleil m'a nourrie. Et les couleurs aussi, les belles couleurs de l'été. Mm. Ouais, et moi, je suis aussi en vacances et je suis en France. On est en train de visiter les beaux-parents. Puis, c'est bien, c'est super le fun. On mange bien. Mais j'ai comme un mal de dos depuis l'avion, là, ça veut pas partir. Puis, je sais pas si c'est le matelas sur lequel je dors ici qui m'apporte ces belles douleurs lombaires, mais ça me, ça fait quelques jours qu'on est arrivé, puis ça part pas. En tout cas. Donc, il est super tard pour toi, alors. Oui, mais en fait, j'ai pas changé d'heure, là. Il est 5h51. Mais en fait, en fait, il est 11h51 du soir. Mais je veux pas trop changer d'horaire et de fuseau horaire parce que ça va être juste plus facile de revenir Mhm. par après. Puis ça ressemble, honnêtement, ça ressemble à quand je suis à la maison. Souvent, je me couche à 7h30, 8h avec mon garçon. Puis je me lève à 3, 4 heures du matin. Donc, si je me couche ici vers 1h, 2h du matin, puis que je me lève à 11h midi, ben, ça ressemble aux mêmes heures. OK. Euh, Avant qu'on parle comme de la nuit, le collectif duquel les deux vous faites partie et des événements qui vont arriver au cours de l'été, pourriez-vous me dire comme chacune qui vous êtes, comme vous présenter un petit peu d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous? Mettons, je commence par Nathalie. OK, ben moi justement, je suis née en France et moi Hmm. aussi, j'ai l'habitude des fois de garder les 2 heures simultanément sur mon téléphone pour rester un petit pied avec ma famille. Toute ma famille est là-bas, en particulier ma mère. J'habite au Québec depuis 20 ans, par contre. Mes enfants, dont la fille dont parlait Solange, est née au Québec et mon fils aussi. C'est des adultes déjà, donc ça donne une petite idée que ça fait déjà 20 ans que je suis là. Et là, je me sens avoir des racines sur la terre ici, pas autant culturelles que le terrain en tant que tel, que la nature.
j'ai l'impression d'avoir des racines qui ont poussé un petit peu dans le sol québécois au niveau des pieds. Mais c'est peut-être parce que je travaille beaucoup sur l'énergie des pieds. Et aussi parce que je me nourris beaucoup, beaucoup, beaucoup de la nature québécoise enfin de la nature en général et au Québec en particulier. Alors, je suis arrivée, ça fait 20 ans, j'étais déjà très, très, très sollicitée par les questions de problèmes de changement climatique en particulier et autres biodiversité, etc. Puis en effet, mon métier, ça a duré des années que j'arrive à en faire un métier. Donc, j'ai beaucoup persévéré à me créer ma propre job pendant toutes ces années-là. Je me suis trouvée très têtue pour finalement arriver quand même à avoir un organisme que je tiens et des beaux partenaires avec lesquels je travaille sur différents types de projets de transition. Et puis, avec mon conjoint Atlantis, on s'est toujours beaucoup promené d'une éco-communauté à l'autre, avec beaucoup de curiosité en ce qui me concerne. Une ouverture, pas forcément une idée très claire de qu'est-ce que j'allais faire avec ces rencontres-là, mais j'aimais beaucoup ces lieux-là. Euh, Finalement, en 2018, il y a un groupe qui s'est constitué de personnes intéressées à monter une éco-communauté. Moi, je le rejoins en 2019. Et puis, à partir du moment où on a justement mis le pied sur le terrain de Saint-Didas, où se trouve actuellement le collectif La Nuée, les choses sont vraiment rentrées dans le tangible. Et chez moi, ça a vraiment fait un basculement, en fait, de, de quelque chose qui devenait concret d'un coup et très, très vivant de tout un tas de façons. Et donc, depuis 2019-2020, surtout avec l'acquisition du site, eh bien, finalement, je me retrouve dans la posture de développer cette éco-communauté de la nuée et je ne m'y étais pas préparée. Donc, Mhm. euh, parce que j'étais à fond à 150% sur mes projets de travailler avec des entreprises ou avec des agriculteurs sur la transition écologique ou avec des territoires si possible. Mais donc, j'étais à 150% sur le développement de mes propres projets. Et puis, j'ai basculé en partie sur l'éco-communauté de la nuit. Donc, voilà où j'en suis. Et pour moi, c'est vraiment une expérience de chaque jour, de, de, une expérience extrêmement riche, en fait. Mhm. Tu t'as dit que Voilà. tu errais comme un petit peu dans des éco-communautés avant de fonder le groupe. C'était quel projet en particulier? As-tu des histoires? Oh, plusieurs, mais par exemple, bah, j'ai un peu suivi mon ami qui a essayé de démarrer des choses au Bernache. OK. Avant ça, on était, il y a trois éco-communautés un peu placées à la même place entre Terre à Vie et la ferme, dont j'ai oublié le nom. Et puis un autre un peu plus loin, dont je me suis moins intéressée. Mais enfin, bon, bref, je ne sais pas, c'était des expériences qui n'étaient pas très longues dans le temps, mais qui étaient nourrissantes dans le sens d'envisager d'autres choses. Et puis mais à chaque fois, en fait, je me sentais freinée par ce que je concevais comme étant des défis vraiment trop importants. Donc, je me disais, ah, dans tel cas, il se passe ça, ça va l'air tellement difficile. Bon, j'irai pas. Alors que pour le collectif La Nuée, les défis sont là aussi. Mais là, j'ai vraiment sauté à pieds joints dedans, en fait. Mhm. J'ai pas pu résister. Merci. Puis toi, Solange, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Puis dans la même ordre d'idée, comment est-ce que tu as découvert là, les éco-communautés? Ben moi, je suis née en Abitibi dans les années 50. Je viens d'une famille nombreuse et nous étions sur une ferme en autosuffisance, pratiquement. Fait que j'ai comme une petite expérience de qu'est-ce que c'est vivre en campagne en autosuffisance. Je pense que la nuée, c'est plus que ça, mais quand même, ça me replonge un petit peu dans ces racines-là. Puis mes parents étaient des défricheurs, là, je veux dire, ils étaient des gens qui étaient arrivés en Abitibi au début de la colonie. Fait que
Et puis moi, je suis arrivée à Montréal dans la jeune vingtaine, donc j'ai fait ma vie adulte à Montréal beaucoup. J'ai fait une carrière professionnelle là, dans le milieu de l'immobilier et puis tout en poursuivant des études en communication, relations humaines, j'ai terminé ma maîtrise à l'UQAM en 2013 c'est ça. Donc, j'ai toujours eu un grand intérêt pour tout ce qui s'appelle intelligence collective, processus de groupe, pas juste les éco-communautés. Mais en particulier, les éco-communautés, ça m'inspirait beaucoup. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. J'ai travaillé un petit peu avec un projet à Cohabitat Montréal, ça n'a pas fonctionné, qui voulait s'inspirer de Cohabitat Québec. Et puis avec un groupe de personnes de cette communauté-là, on est allé faire une petite ronde aux États-Unis pour visiter 5, 6 éco-communautés. On est allé jusqu'à Boston. OK. Ça a été super le fun. J'ai beaucoup apprécié. Et puis, je suis allée en France aussi à plusieurs reprises parce que avec le groupe des cercles restaurateurs, je suis beaucoup reliée avec la communication non violente et les cercles restaurateurs en France. Et puis finalement, je me suis retrouvée à Pourgue en 2019. Je ne sais pas si tu connais Pourgue, c'est une communauté qui m'inspire beaucoup, qui est en Ariège. Non, tu pourrais-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, j'adore. En fait, c'est un groupe qui est issu de la culture des écoles démocratiques en France, qui a décidé d'aller fonder cette communauté-là en Ariège. Donc, ils ont acheté une grande bâtisse sur un magnifique terrain d'à peu près 2, 3 hectares, avec une vue extraordinaire sur les Pyrénées en fond d'écran. Et puis, donc, ils se sont lancés dans l'aventure. Ramin, qui est beaucoup le promoteur de ce projet-là, avec sa conjointe, en fait, c'est lui qui a fait l'investissement initial puis qui a vraiment donné l'élan au projet. Et puis, donc, ils se sont installés en 2017, je crois, à peu près 2 ans, c'est ça, en 2017, avant que nous, on arrive à la nuée. Et puis, et- il y a beaucoup, beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre le développement de leur communauté puis la nôtre. Alors, j'adore suivre leur histoire en parallèle avec la nôtre. J'ai écouté justement cette semaine un long enregistrement qu'ils ont fait pour présenter leurs immersions puis la façon dont ils intègrent les gens dans leur communauté. C'est à peu près 1 heure et demie d'enregistrement. Ça vaut la peine. Je t'enverrai le lien si tu veux. Mhm, Alors oui. voilà, pour moi, c'est vraiment une communauté amie et inspirante. Beaucoup. Et puis, j'ai aussi beaucoup, beaucoup d'informations sur d'autres communautés en France, là. Entre autres, le Hameau des Buis avec Sophie Raby, la fille de Pierre Rabhi, avec Ah toute oui. leur aventure qu'ils ont vécue dans les dernières années où se sont fait mettre dehors de leur communauté puis en ont fondé une autre, en Ariège d'ailleurs, pas tellement loin de Pourgue. OK. Ça devient un endroit intéressant à aller visiter. Alors voilà, je suis une passionnée des éco-communautés et quand je suis arrivée, en fait, c'est Atlantis qui m'a parlé de la nuée parce que je connaissais Atlantis pratiquement depuis son arrivée au Québec. Il est venu faire du focusing avec moi à l'époque et puis on s'était un petit peu perdu de vue, mais on s'était retrouvés là, au bâtiment 7 à cause des cercles restauratifs et puis finalement, et c'est lui qui me dit, écoute, je suis sur un projet d'éco-communauté. On est en train d'acheter un terrain, une propriété dans la Naudière. Ah, j'ai dit, ça m'intéresse. Fait que finalement, je suis venue voir et comme tout le monde, je tombe en amour avec le site. Mhm. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que ce site-là m'a beaucoup, beaucoup reconnecté avec mes racines de fille de la campagne en Abitibi. Parce que la nuée, on a une superbe forêt, on a une partie qui peut être cultivée. Je sais pas, il y a quelque chose sur le site qui est vraiment profondément euh, ressourçant et qui nous permet de rester vraiment ancrés euh, dans nos bottines. Là, je pense que quand on est sur le site, on sait pourquoi on est là. Voilà, c'est ma petite histoire. Hmm. Merci, ça me fait penser à parler du hameau des Buis et puis Sophie Rabi, c'est ça? J'ai écouté
une table ronde à laquelle elle participait ou une conférence à laquelle elle participait au rassemblement des Oasis en 2023. C'était comme quelque chose comme déconstruire les mécanismes de la violence. Quelque chose de super intéressant, là. Euh, Parce que c'est comme on s'en rend pas compte là, de toute la violence qu'on utilise au quotidien. Puis je pense que c'est son garçon, il était venu à la cité en 2015, Lucas. Puis il y avait un autre garçon qui s'appelait Balthazar. Puis il était venu, il était comme jeune adulte, là. Puis il avait OK. passé l'été avec nous. Ça a été un bel été. Tantôt, je parlais avec ma conjointe Camille, puis là, on essayait de se remémorer comme parce qu'on recevait beaucoup de Français c'est quand moi je suis arrivé en 2013, puis quand jusqu'en 2017-2018 où c'est devenu plus difficile, je pense, d'avoir des visas. Puis il y avait comme tout le temps un duo d'amis de Français qui venaient, puis qui était très marquant en termes de stagiaires. Puis, passé chez nous. Euh, On y a touché un petit peu. C'est quoi l'histoire du collectif La Nuée? Tu sais, toi, Solange, t'es rentré quand Atlantis a commencé à t'en parler. Nathalie, plus loin que ça, comment est-ce que ça l'a germé, cette idée-là? En fait, Atlantis faisait partie d'un groupe de personnes de Montréal qui s'étaient en particulier un peu retrouvées autour du Forum social mondial. Donc, il y avait partie l'idée de rechercher des lieux Mhm. pour démarrer un projet d'éco-communauté. Au départ, ils s'intéressaient à un projet que je trouvais pas crédible, donc je les avais regardés de loin. Moi, comme je disais, j'étais très occupée à ce moment-là, vraiment, à redémarrer de nouveaux projets. Et puis, quand ils ont laissé faire ce projet que je ne trouvais pas crédible, je suis rentrée dans le processus un petit peu. On faisait des visites, mais en parallèle de ça, il y avait déjà, je pense, une volonté de transition. Des, il y avait déjà certaines valeurs qui sont restées. Donc, ce groupe-là, même si de ce groupe-là ne reste plus grand monde, euh, il est resté une volonté, une intention qui a vraiment été comme un phare, quand même, comme une direction. Mais j'avais moi-même travaillé sur le fait de travailler la vision du collectif. Quand on faisait des ateliers de vision avec le premier grand groupe qu'on avait au début de l'achat du site, il y a eu donc plusieurs personnes qui ont rejoint ce premier groupe parce que finalement, au moment de l'achat, donc il y a eu beaucoup de personnes qui se sont intéressées, puis il y a eu des appels dans ce sens-là parce que c'était un achat quand même conséquent. On avait fait des exercices de vision. Puis je trouvais que c'était très difficile de quitter le mode nuage, que c'était très ouais, on va faire ça, puis on est des grandes envolées lyriques, mais que concrètement, c'était tout et pas, enfin, il n'y avait rien de si concret que ça. Et ce processus de vision, pour l'avoir vécu après au fur et à mesure, avant qu'il s'ancre réellement, ça prend énormément de temps et de processus. Donc, je suis contente d'avoir commencé comme ça et puis d'avoir essayé de mener des conversations sur une vision qui partait vraiment dans un peu tous les sens de ce que je pense. Et puis qu'aujourd'hui, on est quelque chose d'un peu plus formalisé, mais que c'est toujours en progression. Mais c'était quoi déjà la question? En tout cas, ça a commencé comme ça, avec une volonté de personnes plutôt montréalaises, plutôt urbaines, plutôt Bon. intéressées par la transition. Et donc, en fait, il y avait personnes qui habitaient dans la Naudière. On visitait différentes places un peu partout. Euh, et, euh, et donc, le fait justement de prendre racine, ça aussi, c'est quelque chose qui prend du temps. Mhm. Quand, quand vous avez acheté ce terrain-là, il y avait combien de personnes dans le groupe? 17 de mémoire, là, je vous dis un chiffre comme ça, OK. là, mais. Ouais. Mais tu sais, comme tu avais des différents niveaux, puis ça aussi, ça a constitué ce qu'est le collectif aujourd'hui. Il y avait des personnes plutôt
vraiment intéressées, vraiment impliquées, puis des personnes moins impliquées. Moi, au départ, je n'étais pas dans les personnes les plus impliquées. Je me sentais à la fois impliquée, puis pas si impliquée que ça, toujours, comme je disais, parce que j'étais très occupée par ailleurs. Mais aussi parce que c'était pas clair pour moi mon rôle dans ce projet. Puis après, on avait du monde autour qui s'intéressait, qui regardait ce qui se passait. Donc finalement, de ça est né aussi nos différents niveaux de membres, les membres engagés qui tiennent la baraque, puis les collaborateurs qui soutiennent, et puis les sympathisants qui vont, qui viennent. Puis même d'ailleurs, on a aussi le groupe Facebook qui contient tout un tas de personnes intéressées de loin ou de près. Donc, c'était déjà là, cet aspect de différents niveaux d'implication. Et aussi le niveau de s'auto-déterminer comme qu'est-ce que toi tu veux faire, quel est ton feu intérieur, où est-ce que tu te situes. Et l'autodétermination aussi, elle est très présente aujourd'hui encore. À chaque personne qui vient, qui dit ben, qu'est-ce que je dois faire, on lui répond ben, qu'est-ce que tu as envie de faire. Mhm. Tu sais, où est-ce que tu te situes, puis on essaie de proposer des ouvertures, mais ça vient de là, ça vient de cette idée de dire ben, chacun va. C'est un peu l'idée de l'ikigai où tu essaies de chercher en fonction de qui tu es, qu'est-ce que tu vas faire. Puis en plus, on est dans un monde qui bouge, donc c'est pas toujours simple, mais moi, j'ai vraiment à cœur que chacun trouve sa place en fonction de qui il est, qu'est-ce qu'il a envie de faire au sein Mhm. du collectif. Puis elle est évolutive, évidemment. Mhm. Pour d'ailleurs, Atlantis a déjà participé au balado d'une certaine façon parce que il avait fait une jazz avec Stéphanie, puis je l'avais mis comme en tant qu'épisode. Fait qu'il donnait de l'information sur les niveaux de membres, les bâtiments, le terrain, la mission, vision, valeur, etc. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter l'épisode spécial qui est entre l'épisode 4 et l'épisode 5 là, pour avoir plus de détails à ce niveau-là. Et Solange, as-tu quelque chose à ajouter sur l'histoire de comment tout ça a commencé? Ben, je peux rajouter le bout de mon histoire à moi quand je suis arrivée. Moi, je suis arrivée en 2020, donc au moment où l'offre d'achat était déjà déposée sur la propriété. Donc, il y avait déjà des règlements généraux, il y avait déjà une structure de membres et ben, on avait besoin de gens pour investir parce que ça prenait une mise de fonds. Puis, il y avait un processus d'obligation communautaire. Donc, on nous demandait si on voulait devenir membre engagé et puis à ce moment-là, ben, de fournir un montant pour la mise de fonds, puis pour le fonds de roulement, dans le fond, des premières années. Fait que j'ai embarqué à ce moment-là, comme je te dis, parce que moi, je tombe en amour avec le site. Et puis, finalement, la pandémie est arrivée dans tout ça, et puis ça a retardé beaucoup le fait qu'on puisse, tu sais, toute l'installation sur le site, là, et c'était vraiment drôle au moment de la pandémie. Moi, ça m'a aidé à passer au travers de cette pandémie, tu sais, qui nous coupait de relations. Là, on était comme devant un- un potentiel, un rêve. Fait que, tu sais, ça faisait comme, OK, j'ai envie d'essayer quelque chose, tu sais. Fait que, fait qu'on a traversé la pandémie, on a réussi à faire l'acquisition du site, on a réussi à faire les réparations les plus urgentes sur les bâtiments, on a réussi à installer des places pour pouvoir vivre sur le site dans nos maisons. Fait que ça a été vraiment une belle aventure, là, vraiment, malgré le fait que, oui, il y a eu des scissions, il y a eu des conflits, mais moi, l'appel de la communauté a toujours été là pour moi. Fait que je passe au travers de une crise, deux crises, puis là, on est rendu à la troisième, on va en parler tantôt, mais ça me décourage pas. Hmm. Oui. En fait, pour faire du pouce, simplement, j'avais envie de rajouter que effectivement, on demandait à chacun qui es-tu? Es-tu un engagé? Es-tu un collaborateur? Mais on n'avait pas tissé de lien entre nous, on n'avait pas, tu sais, on se connaissait pas. Donc c'est un petit peu comme, allez, on switch à l'eau. Mais quelque part, il y a quelque chose d'un petit peu fou là-dedans, rétroactivement. Tu sais, tu te dis, bah, parce que vous ne connaissez pas, est-ce que vous êtes sûr que vous avez la même vision? Non, pas du tout. Vous n'êtes même pas capable d'en faire une. Donc, dire,
y avait des choses qui étaient déjà sous-jacentes aussi, qu'on traîne toujours là-dedans. C'est comme, oui, pour l'autodétermination, mais le fait de se mettre à marcher dans le même sens, ça aussi, ça nous prend du temps. Mhm. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut être un peu fou pour commencer un projet comme ça aussi. Parce que c'est vraiment l'élan qu'on porte depuis plusieurs années qui fait qu'on est là, tu sais. Je veux dire, on avait cet élan, cette envie de communauté bien avant que la nuée arrive, là. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on continue. Oui. Puis tous les projets dans toutes les histoires, ils disent tout le temps, oui, on a été très naïfs et un peu fous pour starter comme ça. Puis à pas l'avoir été fou, ben, on l'aurait juste pas fait. Tu sais. Fait qu'il y a C'est un ça. côté beau, puis il y a un côté comme naïf, mais que sans ça, ben, on n'avancerait jamais à rien parce que on se buterait tout le temps à l'immensité du travail que ça représente. Fait que c'est comme de prendre les choses comme elles viennent au jour le Mm. jour. Puis où est-ce qu'en est le groupe actuellement? On est en 2024. Ça fait comme 4 ans que la propriété a été achetée. Ça fait 6 ans, parce que je comprends que les premières rencontres du premier groupe fondateur se sont déroulées. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Voilà. Donc, comme disait Solange, on a, pour moi, on a vécu comme des pelures d'oignons au début. Et puis, en 2023, on a essayé de redémarrer un groupe, mais on avait peu de membres engagés à ce moment-là. Et 2023, pour moi, c'est l'année la plus difficile depuis le début, la plus challengeante. Donc là, répondre où en est le groupe, pour moi, c'est un petit peu difficile parce que je pense que le groupe, en fait, j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est que on avait un tricot, on avait des règlements généraux, on avait une structure, on avait des idées, on avait quand même façonné des choses. Puis là, j'ai l'impression qu'on tricote, on détricote, on tricote, on détricote. En fait, c'est comme si le tissu était en travail. Et donc aujourd'hui, je dirais que le tissu est en travail et puis que si on interrogeait différentes personnes du collectif La Nuée, on aurait des réponses différentes. Donc moi, ce que je sens par rapport à où en est le groupe, c'est il en est dans des grands questionnements, il en est dans, en tout cas pour certains, dans le... En fait, finalement, je pense que ça vient un peu avec ce que je disais tantôt de prendre racine. Il en est dans est-ce que vraiment on prend racine? Est-ce que vraiment on s'aligne ensemble? Est-ce que vraiment on se solidifie ou est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent toujours pas et puis qu'il faut retravailler, retravailler, retravailler pour y voir clair. Déjà, en fait, on est aussi en recherche de clarté. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un processus. On dit que quand on a un conflit, on descend dans un U pour remonter. Ben là, je me sens comme encore en train de travailler parce qu'on a des situations conflictuelles complexes avec de nombreux tenants aboutissants et donc je me sens en travail. C'est là que je me sens. Je me sens au milieu d'une phase de travail. Euh, il me semble qu'au fur et à mesure que le travail se fait, comme je disais, tricoter, retricoter, détricoter, retricoter, petit à petit, le travail devient plus... il intègre davantage de personnes, il se fait avec différentes mains, il y a de nouvelles personnes qui s'impliquent, qui donnent leur couleur aussi. Il a un petit peu plus de... on sort finalement du noyau de 3 engagés pour aller vers quelque chose de plus large, euh, enfin, en lien avec la mission qu'on porte. Il y a, à travers ce conflit-là, moi, par exemple, je me sens plus soutenue et plus mieux comprise quelque part. Euh, mais mais c'est pas clair ce que je dis parce que c'est du travail. Mhm. C'est euh, une expérimentation que je fais au quotidien avec un gros travail sur moi. Comme je disais, cette année a été difficile. J'ai travaillé sur moi de différentes façons.
comme le fait de faire de l'auto-focusing par rapport à certains impacts que je ressentais physiquement parce que je vis de la pression. Donc, c'est pour ben, accepter le fait de vivre cette pression-là, mais regarder qu'est-ce qui se passe en moi, puis comment je peux dealer avec, puis finalement, j'ai l'impression de travailler beaucoup la résilience euh, avec ça. Et donc, où en est le groupe? Eh bien, il en est à se positionner. Je crois clairement, ça, la réponse à cette question, c'est chaque membre du groupe est en train de se positionner finalement et de prendre sa place par rapport à un tricotage qui prend forme. Voilà. Si c'est une réponse pas claire, vous me le dites. Moi, j'aurais envie de parler un petit peu de où en est le site aussi. Le collectif, c'est aussi notre site. Et puis, moi, je trouve que notre site, il est très beau. Je me lève le matin, je vais faire un tour. On a un superbe jardin en permaculture qui est une personne qui est arrivée il y a quelques mois, qui est un passionné de permaculture. Il a récupéré le premier jardin qu'on avait fait en 2021 puis qui avait été un petit peu laissé à l'abandon. Il est tellement beau, j'ai pris des photos, je me dis, il faut que j'envoie ces photos-là sur nos groupes Facebook, c'est magnifique. On a des bleuets, on a des amélanchiers, on a des argousiers qui commencent à produire, toutes les choses qui ont été faites au fil du temps par tous les gens qui sont passés ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus puis qui ont mis du temps sur le site et ça commence à porter fruit. Puis quand je dis porter fruit, c'est pas juste les bleuets puis les argousiers, c'est porter fruit de toutes sortes de façons. On coupe notre bois, on chauffe deux maisons avec le bois coupé. Si tu arrives sur le site, tu vas voir des gros tas de bois, puis du bois qui commence à être cordé. Donc, oui, il y a des réalisations qui se sont faites. On a quand même fait des réparations importantes sur les bâtiments qui étaient les plus détériorés quand on est arrivé. On a réussi à sauver un magnifique bâtiment qui s'appelle l'ébénisterie, qui est comme une espèce de grange. Et c'est ce qui fait le look du site. Tu le sais, tu es venu quand on arrive. Mhm. On a notre magnifique pavillon forestier dans la forêt qui est un endroit idéal pour faire des séminaires. Moi, j'adore, je veux dire, ça nous crée une bulle extraordinaire à chaque fois qu'on se réunit à 12-15 dans cet endroit-là pour faire des rencontres. Tu sais, on dit oui, on a des choses à réfléchir, oui, on a des étapes à franchir, mais je pense qu'on a sur le site une énergie qui est capable de nous porter pour le faire. C'est ce qui fait que moi, je me décourage pas. Je mets toujours les deux. Je mets toujours oui, l'aspect, les difficultés de relations humaines, mais oui, l'ancrage au niveau de la propriété. Tu sais, les deux sont là tout le temps pour moi. Fait que c'est ça. Je pense qu'on a encore un immense potentiel et puis on est capable de faire des choses extraordinaires. Et puis aussi nos immersions, ça va être la troisième cet été, puis on va en parler tantôt. Mais nos immersions sont vraiment des moments extraordinaires, Mm. autant pour nous que pour les visiteurs. Tu sais, c'est comme, puis moi j'anticipe celle qui s'en vient avec le même enthousiasme, là. C'est comme, j'ai hâte que ça arrive, puis on est tout excités à l'idée de, on va proposer quelque chose, tu sais, ça va être le fun. Oui, quand même la troisième fois que ça se donne à la nuée cette année, quand même. On en reparlera tantôt, mais c'est intéressant. Je pensais que c'était la deuxième. Euh, Juste avant, tu sais, c'est une question un peu plus touchée. Comment est-ce que le conflit affecte votre expérience de vivre ensemble? On y a, tu sais, on y a touché un petit peu, puis je veux pas qu'on aille dans le détail, là, mais c'est juste comment est-ce que c'est quoi l'ambiance que ça fait, c'est quoi les tenants et les aboutissants, quelle énergie est-ce que ça prend qui passe dans les relations humaines, là? Mais en fait, moi, ce que je trouve difficile avec les conflits, c'est que c'est très démotivant. Puis il y a beaucoup de personnes, parce que comme je disais, il y a différents niveaux de membres. Il y a des membres proches,
plus éloigné, plus éloigné, plus éloigné. La plupart des personnes sont très réticents au conflit, on les comprend, mais aussi, je pense que ça tient au fait qu'on n'a pas l'expérience de la réussite de passer à travers un conflit. On en a peu des expériences comme ça, socialement. Souvent, on fuit et puis, du coup, ben, on n'a pas eu l'occasion. On a des vies individualistes aussi, donc on n'a pas forcément l'occasion de sortir des conflits par le haut. Donc souvent, les gens n'y croient pas tant. Mais en même temps, si on n'y croit pas, on n'a pas l'intention pour en sortir vers le haut. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais ça prend comme de l'expérimentation du conflit. Et des fois, prendre un petit conflit et s'en sortir vers le haut, ça peut permettre de gagner confiance. Donc nous, on avait intégré un système restaurateur assez tôt. Puis d'ailleurs, Solange en parler tantôt parce qu'elle a beaucoup d'outils. Elle a eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'outils. Elle nous en dira probablement plus tantôt. Mais donc, le premier impact, c'est la démotivation et la perte de confiance. Puis, ben, ça, c'est vrai que c'est difficile après, on court un peu après. Une fois qu'une personne est démotivée ou a perdu confiance, c'est un peu difficile de. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ça prend un minimum de confiance qu'on choisit de mettre sur la table, un minimum d'intention positive, et puis qu'à partir de là, il faut se mettre dans une posture un petit peu d'ouverture, de réceptivité, puis d'accepter un feedback, mais d'avoir l'intention d'en donner un positif dans l'autre sens. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend avec la scène d'extérieur. Mais après, il y a différents types de conflits. Puis, ben, on a eu l'occasion d'en avoir un certain nombre. Actuellement, je pense que le conflit est un conflit qui est assez identitaire et qui est lié à la vision. Et là, par contre, si on n'a pas la même vision, si on ne veut pas aller à la même place, ou si au niveau de notre identité, on est en désaccord, c'est plus compliqué. Parce que ce n'est pas juste l'intention de passer à travers qui compte, c'est vraiment qui on est. Euh, on a beau être les meilleures personnes du monde, sans aucun jugement, s'il y en a qui veulent aller à droite et l'autre à gauche, ben, on n'ira pas ensemble. Donc, il y a aussi une limite à ce qu'on peut faire dans la gestion des conflits. Je pense qu'il faut au moins s'accorder sur le pourquoi pourquoi on est là. Et actuellement, je pense que justement, la question de où en est le groupe, ben, je pense qu'il y en a plusieurs qui se demandent ben, qu'est-ce que le groupe fait avec les autres membres du groupe. Donc, qui, qui est là pour quelle raison? Et donc, ça, c'est des questions d'identité, de vision. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de démêler. Tout à l'heure, je parlais de tricot, de retricoter, mais je pense que d'abord, de démêler de pourquoi on est là et est-ce qu'on a envie de jouer la même game tous ensemble, c'est la question qui va permettre de sortir le tricot. Voilà. Mais je pense que les conflits, ça s'apprend. C'est comme, pour moi, c'est un changement de paradigme de vivre dans une éco-communauté par rapport à vivre seul dans une maison ou en famille. Mais même en famille, ça s'apprend la gestion des conflits, mais on est moins nombreux. Donc, il y a cet apprentissage à faire. Puis, au fur et à mesure qu'on fait cet apprentissage, moi, ce qui m'arrive personnellement, c'est que je me sens plus résiliente, je me sens plus en confiance. Donc, je vois que l'effet sur moi, il est positif. Et puis que j'ai plus de facilité à me sentir alignée avec mes valeurs dans un conflit. Je perds moins mes moyens, je vais, mais je vais toffer aussi, là. C'est dur, hein. Ça me fait travailler sur moi, c'est certain. Mais en même temps, je pense qu'au fur et à mesure, ça s'apprend. Et, et puis, probablement que suite à cet apprentissage-là, le résultat sera plus fort. C'est ce que je fais. Solange, veux-tu ajouter quelque chose? Oui, ben moi, je pense que pour traverser un conflit, il faut être porté par un idéal qui est très profond, qui vient vraiment de. Moi, je dis toujours, j'ai confiance en l'humanité. Mais des fois, il y a des moments dans un conflit où des fois, je peux avoir un doute. Je me dis, ah, où est-ce qu'on est là? Est-ce qu'il y a encore de la civilité dans ces échanges-là? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un stop, oh là, ça suffit? Tu sais, il y a comme. Des fois, je sens le besoin de retourner là, au niveau éthique.
de me demander qu'est-ce qui est en train de se passer ici maintenant, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. J'ai beaucoup aussi, j'écoute aussi tes conseils. Je pense que tu nous en as fait un sur le conflit dernièrement, puis il y en avait eu un autre aussi précédemment sur les étapes pour intégrer une communauté. Puis je Mhm. pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce qui se vit en ce moment. C'est qu'il y a un groupe de personnes qui est arrivé, et puis, après à peu près 6 mois de fréquentation du groupe, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas la même vision que nous autres et puis qu'ils voulaient changer les choses. Et je pense que dans un de tes, justement, quand tu présentes les étapes d'intégration dans une communauté, Ouais. une des choses qu'on a faites qui a été très naïve, c'est justement d'intégrer des gens trop rapidement, puis en grand nombre. Tu sais, on a pris la bouchée trop grosse et puis on s'est aperçu que, ben non, ça marche pas. Tu sais. Euh, je pense que si on arrive à traverser ce conflit-là, ce qu'on va avoir appris, entre autres, c'est prenons notre temps pour intégrer des personnes. Tu sais. Soyons, tu sais, quand tu dis une année, avant de s'engager. Moi, je pense qu'on aurait comme besoin de faire ces étapes-là. On commence à les faire. Ceux qui arrivent présentement, on leur dit, vous êtes sympathisants, venez sur le site, vous pouvez proposer des travaux, tout ça, mais vous n'êtes pas décisionnaire au même point que les membres qui sont là depuis 4 ans. Tu sais, c'est un peu ça, là, la difficulté qu'on vit en ce moment. Fait que moi, je pense qu'on apprend, on devient moins naïf et puis on a besoin d'établir, à partir de ce qu'on apprend, on a besoin de mettre des balises qui vont être plus claires. Puis à Pourgue aussi, ils ont fait la même chose. Tu sais, j'écoutais justement la présentation qu'ils ont fait cette semaine, puis j'ai vu leur évolution. Et puis, ils ont fait la même chose. Ils ont commencé par laisser rentrer pas mal de monde, et puis finalement, tu sais, ils se sont aperçus, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, on va s'ajuster, on va mettre des nouvelles règles, on va se mettre des balises, et c'est ça qu'on est en train de faire présentement. On a ce travail-là à faire, et moi, je le trouve passionnant, ce travail-là. Je trouve que ça vaut la peine de le faire parce que c'est ça qui va faire que finalement notre communauté va pouvoir un jour avoir, je ne sais pas si on va avoir, ça serait certainement pas le même ancrage que vous avez à la cité écologique, mais on va avoir notre couleur, on va avoir nos propres façons on va l'avoir créé, notre communauté. Parce que, je veux dire, on va avoir été obligé de le faire. Des fois, tu sais, on n'a pas le choix. On arrive devant une place, ça passe pas. Fait qu'il faut que tu fasses quelque chose, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que oui, c'est intéressant, mais ça demande énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Ça demande nos ressources les plus profondes. Ça demande des remises en question de tout ce qu'on pensait qui était bon, puis qu'on n'est plus sûr. Puis voilà. Il faut vraiment être. Tu sais, quand je disais tantôt, il faut être fou pour commencer une éco-communauté, mais je pense qu'il faut être fou pour la continuer aussi, des fois. Ouais, je comprends. Mais tu sais, Voilà. dans, dans ce que tu dis, là, y- oui, mettons dans ma vidéo, comme joindre l'éco-village en 3 étapes, tu sais, je dis 1 an, puis moi, c'est 1 an comme à vivre là à temps plein avec, à côtoyer des gens, puis tout ça, c'est pour aller au-delà de l'espèce d'idéal, puis d'espèce de lune de miel qu'on a à ah oui, tout est beau, tout est merveilleux. Puis que là, quand t'arrives, puis là, tu vois le revers de la médaille, ben là, t'es plus en mesure de faire une décision éclairée. Mais ça peut être ça pour avoir des membres qui restent à plus long terme, où vous pouvez comme aller complètement de l'autre bord, puis faire comme full Twin Oaks, puis profiter de l'énergie de nouveaux membres, là. Dans le sens que eux autres, ça fait très, très longtemps qu'ils existent, puis il y a un turnover de comme 25%. Toutes les années, tu as 25% qui quittent, puis 25% qui arrivent, là. C'est OK. pas comme. Si c'est une autre approche. S'il y a assez de gens qui sont prêts à rejoindre, puis qu'il y en a qui quittent, ça fait un roulement, ça peut aussi marcher, mais ça va créer d'autres genres de d'autres genres d'instabilité, mais les autres, ça fonctionne super bien parce que leur système d'accueil puis d'intégration est super simple, puis n'importe qui pourrait arriver puis comme se mettre dedans, là.
Hmm. Ça. OK. Euh, du 29 au juillet au 2 août de cette année, 2024, c'est l'immersion en éco-communauté au collectif La Nuée. Fait que tu as dit tantôt, c'est la troisième année que vous faites ça. Voulez-vous me parler un peu comment ça a débuté au collectif La Nuée? Ouais, ben, je peux y aller. Notre première, on l'a faite avec Stéphanie, la belle Stéphanie, qui nous l'a proposé d'elle-même d'ailleurs de faire cette immersion. Et puis, c'est beaucoup elle qui a porté le projet avec Martin, avec Audrey, avec David. Et puis, il y avait une quatrième personne, elle les appelait ses chouchous. Ouais. Donc, on a été un petit peu gâtés en 2022 parce que nous autres, c'est sûr qu'on a contribué en tant que porteur de la communauté, mais on avait beaucoup, beaucoup de soutien. On avait vraiment ces belles personnes là, qui étaient là pour animer toute la communauté, soutenir, etc. Et donc, ça a été notre première aventure avec, je dirais, un bon succès parce qu'il y a encore des gens qui ont participé à cette immersion-là qui sont encore avec nous aujourd'hui, qui continuent de suivre le projet. Donc, première aventure. Deuxième aventure, l'été passé, Stéphanie, qui était un petit peu essoufflée de tout le beau travail qu'elle avait fait, 2 semaines avant la date prévue pour l'immersion, elle nous dit, je suis pas capable de la faire. Fait que je vous propose de reprendre le projet puis de le faire. Je vais tout vous donner mes choses que j'ai préparées, puis je vais vous aider à transmettre. Tu sais, je vais vous transmettre toutes mes connaissances, mes compétences. Je vais venir la première journée. Puis elle nous a dit si ça vous intéresse, c'est correct. Fait qu'on encore un petit peu fou, les 5 qui étaient là, on s'est dit, OK, on relève le défi, on va faire une immersion avec notre, notre propre élan, notre propre énergie. Ça nous faisait peur un petit peu, mais finalement, ça s'est super bien passé. On a encore une belle gang de monde qui est arrivée. Puis encore aujourd'hui, quand tu demandes aux gens, ils disent toujours les éco-communautés. Les immersions, c'est quelque chose qui les a beaucoup, beaucoup marqués. Ils ont aimé ça parce que quoi? Tu sais, c'est le rêve dans le fond. C'est vraiment la semaine d'immersion, c'est vraiment venir vivre le rêve. Mhm. Ouais. Puis, puis c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Tu sais, c'est pas parce que tu viens faire une semaine, une belle semaine où on prend soin de toi, où tu es chouchouté, où tu as plein de belles personnes qui t'apportent plein de choses, que ça veut dire que ça va être ça, la vie en éco-communauté tout le temps, tu sais. Ça Mhm. sera pas le beau rêve que tu as vu dans ta semaine tout le temps. Il va y avoir des choses qui vont te forcer des fois à te remettre en question, puis qui vont te questionner, puis qui vont te décourager. Tu sais, c'est comme. Mais c'est difficile de faire comprendre ça aux gens parce que quand ils sont dans la bulle, ils sont dans la bulle. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, on a notre troisième immersion qui s'en vient. Moi, je suis toujours aussi excitée par le fait que ça va avoir lieu. Puis, on a une belle gang cette année avec des gars qui sont, ben, tu vois, il y en a un qui est vraiment dans la permaculture, qui va être beaucoup dans le jardin. Puis il y en a un autre qui est vraiment un gars de forêt. Ça, c'est celui qui a bûché tout l'hiver, puis qui a fait, lui, il a super de connaissances de tous les arbres, de toute la vie de la forêt, tout ça. Fait que ça va donner une couleur différente. Ben, à chaque année, je pense que les immersions vont avoir une couleur différente, mais celle de cette année, je pense qu'il y a une espèce d'ancrage dans la nature qui va être là, qui va être différent un petit peu aussi. Mhm. Fait que c'est ça. On attend, je ne sais pas combien de personnes. Ça peut être 15, 20, 25. L'année passée, il y en avait 25. Il y avait des adultes, des enfants. C'était assez intense toute la semaine. Aïe, aïe. Puis, C'est ça, donc comment ça se passe ben, en fait, nous, on est très, très, très contents d'avoir pu profiter du système bien ficelé de Stéphanie. Mais donc, du coup, on a adopté son modèle, puis on le reprend. Elle a façonné ça bien comme il faut. Elle en a fait, je ne sais pas combien des immersions, Stéphanie, mais donc c'est un modèle en 5 jours
où vraiment l'emploi du temps est assez précis. Après, on reprend des fois des choses au fur et à mesure, ça bouge toujours un peu, là, mais donc ça permet aux personnes de venir s'intégrer la première journée, de prendre le temps, et puis au fur et à mesure de la semaine, d'avoir des activités proposées qui sont tantôt, comme disait Solange, dans le jardin, ou tantôt en groupe pour discuter de différents enjeux. Donc là, comme on a parlé pas mal de crise cette année, on a voulu aussi amener cette question-là. Donc il y aura par exemple un atelier de communication non violente pour parler au jeu, pour savoir comment on fait pour prendre responsabilité quelque part dans la relation, je dirais. Euh, et, euh, et puis se mettre dans un mode de plus grande disponibilité à l'autre, et puis d'ouverture. Et puis on a aussi le rêve du dragon pour la sortie quelque part, qui est quelque chose qu'on trouvait vraiment le fun d'amener à l'année du dragon, parce que c'est l'année du dragon en 2024. Et le rêve du dragon, c'est quelque chose qui n'existe pas au Québec, puis qui nous paraissait être un outil vraiment super pour rêver un projet ensemble sur un mode gagnant-gagnant-gagnant. Et donc, justement, partir avec une belle dynamique de groupe et puis vivre l'ensemble des phases du projet. Donc, le rêve du dragon, il vient d'Australie. Donc, c'est des cultures qui sont ancestrales et en même temps qui sont mal connues. Et on avait envie de lancer ça cette année. On a déjà fait un séminaire là-dessus. Puis on voulait utiliser l'immersion pour refaire une nouvelle opus sur le rêve du dragon. Puis je pense que le rêve du dragon, comme les forums de ZEC, comme la CNV, ça fait partie des outils qui aident beaucoup les éco-communautés à se développer. Celui-ci, donc, on est assez content de le tester, puis d'expérimenter. Puis nous, on y va toujours avec l'idée de mettre des choses sur la table, de le vivre ensemble, puis de l'expérimenter, le faire évoluer. Et on sait qu'on est imparfait en partant, et puis qu'on est juste dans un processus, et puis qu'on avance ensemble. Voilà. Donc tout ça dans une semaine, puis les repas, les recettes concoctées par Stéphanie ne bougent pas parce qu'elles sont excellentes. Puis c'est la vie en communauté, donc avec des petites soirées, des enfants qui courent. Mais par contre, je dirais pas que tout le monde vit un rêve nécessairement, parce que je vois des personnes qui vivent des choses difficiles dans les immersions quand même. Donc, je pense que chacun arrive avec ses bagages, que des fois, d'être comme ça parachuté, ça peut faire ressortir des choses difficiles. Donc, il arrive de tout. Puis, on gère à chaque moment. Mhm. Moi, ce que je trouve important, enfin, ce que ça me fait vivre, c'est de tenir le cap encore plus fort que le reste du temps. J'ai l'impression dans les immersions de tenir un cadre, de soutenir le cadre. Et puis, ça, c'est très fatigant. Moi, la dernière fois, j'étais épuisée. Sortie de là, j'étais vraiment épuisée. Mais par contre, c'est très, très enrichissant. Ouais, c'est sûr que ça demande une vigilance, ça prend des gardiens du sentier, ça prend de l'écoute, il faut être attentif aux gens qui sont sur place parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se vivent aussi euh, à travers les relations que les gens développent avec nous, puis entre eux aussi sur le terrain, parce que c'est quand même vivant, là, un groupe de, je dirais, entre 15 et 25 personnes avec des adultes, des enfants, puis des gens qui n'ont pas toujours une grande expérience de la communauté, là, c'est assez, ouais, ça demande du travail, ça demande de la vigilance, ça demande du cœur. Mhm. Des adultes, des enfants, des chiens? Non, on n'a pas les animaux pendant l'immersion. Au moins, on enlève cette difficulté-là parce que ça peut être très problématique aussi s'il y avait des animaux à travers Il y a tout ça. déjà eu un chat.
Ouais, on a un chat puis on a une poule. On avait 4 poules, il nous en reste une. Ça se peut qu'on en ait d'autres au moment de l'immersion parce que les poules sont très appréciées des enfants. Fait que c'est sûr que, mais il n'y aura pas de chien. Il n'y aura pas de chien. Non. Et tu sais, la chose la plus difficile que j'ai eu à faciliter dans tous mes 11 ans de vie d'adulte en éco-village, c'est une politique sur les animaux domestiques. Hmm. C'est vrai, tu as raison. C'est reconnu pour être quelque chose qui est particulièrement difficile à travailler en communauté intentionnelle. Euh, J'avoue, est-ce on que... a déjà abordé le sujet plusieurs fois, Ouais, ouais, mais en fonction des personnes, ça change en plus à chaque fois. oui, 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 absolument. Et Puis les les gens... besoins, puis c'est viscéral des Ah fois oui, pour ça. Vraiment très viscéral. oui, les gens sont très attachés aux animaux. Euh, les gens qui vont venir à l'immersion, est-ce qu'ils vont dormir à l'Hexagone? Est-ce qu'ils vont amener des tentes, dormir dehors? Comment ça se passe, ça? En fait, c'est En à leur fait, choix. On a différentes chambres disponibles, donc il y a tout un tas de possibilités. Puis en fonction des choix, à la fois comment la personne a envie d'être. Est-ce qu'elle a envie d'être dans sa tente dehors ou est-ce qu'elle a envie d'être à l'Hexagone dans une chambre ben, tout type de choses est possible. Les deux sont offerts. on a des places de camping. Il y en a qui sont plus dans la forêt, proche de l'Hexagone, le pavillon forestier, là, qui est vraiment dans le bois finalement, mais il y a un petit peu de moustiques des fois. Puis les gens qui vont camper autour de l'Hexagone, ben, ils vont aller utiliser les salles de bain de ce bâtiment-là. Et puis pour les familles, s'il y a des familles qui veulent coucher en camping, puis qui ont des jeunes enfants, ben, des fois c'est mieux en bas, proche de la salle communautaire, puis proche de la Maison Bleue, parce que c'est plus facile pour avoir accès aux salles, aux 2 salles de bain qui sont dans la salle communautaire, et puis il y a une cuisine aussi complète. Fait que, tu sais, s'ils ont besoin de se lever la nuit avec les enfants, ben, ils ont toujours une place pour se réfugier. La salle elle reste ouverte tout le temps. Et puis ici à la Maison Bleue où j'habite, ben, il y a 5 chambres qui sont disponibles aussi, qui vont de chambre familiale à chambre pour une personne seule. Et puis c'est ça, je veux dire, on arrive à se débrouiller d'habitude assez bien pour répartir nos gens là, selon leurs convenances, selon leurs besoins. Je pense qu'on a une belle qualité d'hébergement qui est reconnue aussi de ce que les gens nous disent là, de notre site. Mhm. Ben oui, quand on était ce printemps, on est venu, puis on a fait le séminaire pour faciliter le forum de ZEG. J'étais très content d'avoir un lit pour dormir dans une chambre partagée. Mais moi, ça me convenait très bien, là. Puis, les événements vont-ils plus se dérouler en haut ou en bas? En général, c'est en bas plutôt lors de l'immersion parce qu'on a la salle communautaire où il est très pratique de faire des grands repas à l'intérieur de la salle communautaire. On peut aussi manger à l'extérieur, sous l'arbre ou à côté au soleil selon le temps qu'il fait. Les enfants peuvent courir librement tout autour de cet espace-là. Il y a aussi moins de moustiques en bas. Donc tout est plus facile en bas. Mais après, comme on disait, si on va dans la forêt, ben, on sera plus proche de l'Hexagone, etc. Donc on se déplace là, puis en soirée, ça peut être en haut également, c'est variable. Mais généralement, c'est plutôt en bas pour l'immersion. On peut faire un grand cercle en bas, enfin, on pourrait en haut dans l'absolu aussi, là, parce qu'on a 2 niveaux en fait à la nuée. Pourquoi en bas en haut? En fait, quand on arrive, la nuée c'est dans un village, donc quand on arrive dans le village, il y a un premier palier en hauteur et sur lequel il faut aller pour aller dans les premières maisons, et puis un deuxième dans le bois ensuite où on a l'hexagone. Donc c'est ça. Donc on a comme on est à la limite entre le village, du zoné blanc, du zoné un peu agricole, et ensuite du boisé, et puis ça s'en va dans le bois après. Pendant que tu en parles, c'est quoi le zonage de la propriété? Est-ce que vous pourriez faire des nouvelles constructions, diviser les lots?
En fait, on ne veut pas diviser les lots. L'idée qu'on a depuis le début, c'est qu'on aimerait créer une fiducie d'utilité sociale, céder le terrain en fiducie. Et oui, il y a de la place pour construire des maisons, mais on ne vendrait pas des lots. Ça serait plus comme genre bail amphithéotique là, pour être propriétaire occupant. Mais c'est tout en processus. On avance là-dedans. On essaie d'explorer différentes avenues. On va se faire aider aussi par un groupe de ressources techniques. Mais éventuellement, oui, il y a l'intention qu'il y ait des unités d'habitation sur le site, probablement en groupées plutôt que séparées. Plutôt que ce soit juste des petites maisons séparées, là, comme par exemple le petit quartier à Sherbrooke, ça ne serait pas notre style. Nous, Mhm. c'est plus des habitats groupés par deux, trois, des fois même les maisons qui peuvent être transformées en triplex, des choses comme ça. Il y a de la place pour construire une coopérative d'habitation, éventuellement sur le site, dans un emplacement qui était au départ, il y avait une auberge sur le site qui a brûlé, qui a passé au feu au début des années 2000. Et cet emplacement-là est disponible pour faire une construction là, qui, euh, qui nous relierait, je dirais, encore un petit peu plus avec le village, parce qu'on est vraiment voisins. On a 4 hectares en zone blanche, et puis le reste, les 36 hectares suivants sont en zone agricole, majoritairement boisée. Fait que ça se pourrait, il y a quand même une petite parcelle qui pourrait peut-être être utilisée dans la partie agricole parce qu'il y a déjà eu des autorisations là, pour construire. Mais on pense qu'on est capable de construire entre 15 et 20 unités éventuellement là, d'habitation dans la partie zone blanche et donc à proximité du village. OK, quand Puis même. aussi, il y a une superbe de belle petite école dans le village qui serait heureuse d'accueillir les enfants de la nuée si elle est vraiment elle est citée souvent comme étant un modèle, cette école-là. Elle est vraiment le fun parce qu'elle est multiniveau. Il y a juste une trentaine d'élèves en tout dans l'école. C'est très dynamique, c'est super le fun. Pour ceux qui veulent pas faire l'école à la maison, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire l'école à la maison aussi, mais la petite école du village est une magnifique ressource pour les enfants. Mhm. Si quelqu'un veut s'inscrire pour la semaine d'immersion en éco-communauté, qui est à la fin de ce mois-ci, là, c'est du 29 juillet au 2 août, c'est quoi la façon de procéder? Ben, on a beaucoup d'annonces sur Facebook avec des liens. Le lien, c'est toujours le même, c'est collectiflanuée@gmail.com. Ça, si les gens veulent le retenir, ça, c'est facile. Et puis, sinon, allez sur Facebook, vous voyez les annonces qui sont publiées. Là, l'événement est beaucoup, beaucoup relayé dans plusieurs groupes. Et puis, euh, c'est beaucoup Atlantis qui reçoit là, les inscriptions, puis qui répond aux gens, puis et qui donne des informations. Fait que c'est ça. Sinon, je veux dire, posez vos questions. Mhm. N'hésitez pas, contactez-nous. De toutes sortes de façons. C'est sûr que le gros groupe qu'on a, c'est le groupe collectif La Nuée, là, qui est sur Facebook. Il y a 2000 personnes en ce moment. C'est là qu'on est le plus facile à rejoindre. Puis, il y a le groupe incubateur aussi qui porte les projets de La Nuée. C'est Incubateur La Nuée, c'est la même chose. Et puis, À commercial@gmail.com. ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Beaucoup, beaucoup via Facebook ou bien par le collectif lanuée@gmail.com. Ouais, c'est bon, je vais le mettre l'adresse la description de l'épisode. Mais ce qui est écrit sur l'événement, là, c'est incubateurlanuit@gmail.com. C'est elle que je mettrai. OK. C'est bon, c'est ça. Tu peux mettre ça. Yes. Oui, on va mettre celle-là. Ce sera plus facile à gérer après. Puis, avez-vous d'autres choses à dire sur l'immersion en éco-communauté de cette année? Euh, moi, pour l'instant, j'ai beaucoup d'inconnus par rapport à cette immersion-là. Je ne sais pas combien de personnes y seront présentes. Donc, ouverture d'esprit et puis curiosité. Mhm. Mais c'est vraiment des beaux moments d'intensité, de
d'expérimentation, c'est festif, c'est joyeux, c'est des belles expériences de vie de ce que je crois. Puis c'est assez original quand même comme expérience de vie, je pense. Mm. Donc, je pense que si on cherche quoi faire pendant ses vacances, puis qu'on est intéressé par les éco-communautés, ça peut être une bonne idée. Ça permet quand même aussi de se faire une tête de ben, c'est quoi la vie, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, quels sont les défis. Moi, comme je disais au tout début, j'en ai visité un certain nombre et je trouve que de se faire une tête de quels sont les défis, comment je me sens, euh, c'est des belles questions quand on est intéressé par le sujet. D'ailleurs, je pense que toi, Hugo, la tienne, c'est doit être vraiment des belles expériences aussi d'aller y passer un petit bout de temps. Puis c'est la même chose, c'est les immersions, c'est des moments de vie, je pense, qui doivent être assez précieux pour tout un chacun. Mhm. C'est une façon aussi d'expérimenter les façons de faire, de mettre les mains dans le jardin, ou selon les attentes de chacun, là, mais si on a des enfants ou si on est tout seul. Mais ouais, de vivre l'intelligence collective par l'expérience, de vivre euh, des expériences qu'on. Je pense qu'au début de la journée, on sait pas comment ça va se faire. Puis à la fin de la journée, on se rend compte de ce qu'on a fait. C'est beaucoup d'instants enrichissants, je pense, une immersion. Ouais, moi, je vois ça comme une première étape pour prendre l'imaginaire, là, le rêve, puis de le mettre dans le réel, là. Fait que les gens qui ont jamais vécu, qui ont jamais eu d'expérience, ou qui ont jamais visité de communauté, qui ont jamais fait de stage ou de woofing, ben c'est vraiment comme un beau petit contenant pour l'expérimenter pendant une semaine, puis commencer à le mettre dans le concret, dans la réalité. Puis moi, l'immersion de cet été, la différence que je vois, c'est vraiment nouveau partenariat. Notre équipe, elle a une fraîcheur, elle a une nouveauté que je trouve qui est intéressante, puis j'ai hâte de vivre l'expérience. Hmm. Merci. Hum, où est-ce que vous voyez le collectif La Nuée? Mettons qu'on se projette dans le futur, là, dans 10 ans. Où est-ce que vous voyez soit vos rêves de ce que vous aimeriez que ce soit comme concrètement ce que vous pensez que ça va devenir ou ce que vous imaginez qui est le plus probable que ça va devenir? Je sais pas. J'imagine que c'est dur à imaginer à cause de ce que tu as expliqué plus tôt, Nathalie, mais mettons que vous rêvez, là. Moi, c'est facile, je veux des maisons, je vois des maisons, mais je vois des maisons bien le fun, particulières. Et peut-être qu'on aurait des habitats légers aussi. J'aimerais beaucoup avoir des habitats légers. Je pense que la société évolue dans ce sens-là, ça serait le fun. Des habitats groupés et puis, je dirais, ouais, une belle ambiance de communauté qui va s'être solidifiée, qui va avoir pris racine. C'est sûr que je vois beaucoup aussi nos jardins, nos productions agricoles et forestières qui évoluent, qui ont déjà commencé à donner des fruits. Ça aussi, dans 10 ans, écoute, tu vas avoir des arbres fruitiers, tu vas avoir de la transformation alimentaire, il va y avoir des choses, tu sais, ça se peut pas là qu'on reste à tourner en rond, tu sais, non, non, il va y avoir quelque chose. C'est sûr qu'il va y avoir une évolution parce que notre site a vraiment un immense potentiel. Et puis, on a des gens motivés qui arrivent puis qui ont vraiment envie de s'impliquer. Fait que voilà, c'est comme ça que je le vois. Mhm, merci. Ben moi, en fait, je suis persuadée que notre monde est en complète enfin, on vit vraiment une transformation profonde, je pense, sur de nombreux niveaux. Comme je disais tout au début, tu me disais ben, comment tu as commencé. Moi, au départ, je suis un peu activiste climatique. J'essaie de dire qu'est-ce qu'on fait. On est en train de cramer notre monde, qu'est-ce qu'on fait. Et donc là, pour moi, actuellement, on est dans une crise profonde. Là.
pas juste l'éco-communauté dont je parle là, c'est le monde en général. Et donc, dans 10 ans, ce que j'aimerais, ça serait qu'on ait comme la tête qui soit sortie de l'eau par rapport à l'éco-communauté, puis que et oui, les choses changent de partout, il faut changer le monde radicalement, il y a vraiment beaucoup de transformations à faire. Ça va certainement pas se faire facilement, mais je pense que notre projet, il propose ben justement des alternatives, puis peut-être que ça sera un endroit où il y aura beaucoup d'entraide, où les gens vont être là pour vivre en intelligence collective, euh, puis que les valeurs qu'on a mis de l'avant, l'ouverture, le partage, l'inclusion, tout ça, ça sera des valeurs qu'on pourra encore porter, puis qui auront une vraie réalité. Parce que ce que je vis au fur et à mesure, c'est que les choses, elles deviennent, oui, difficiles, mais en même temps, comme on disait, elles prennent racine, elles deviennent plus concrètes. Donc, dans 10 ans, ça devrait être vraiment, et finalement, l'arbre, il aura peut-être des fruits. Peut-être que, puis ce que j'aime de notre éco-communauté, c'est qu'on a justement cette ouverture, puis qu'on est très transparent, on essaie autant que possible Pour moi, les éco-communautés forment un réseau, puis ils partagent de l'expérience aussi avec l'extérieur. Puis la nôtre, elle a une transparence justement pour parler de tout ouvertement et puis faire en sorte que chacun puisse se servir comme il veut de ce qu'on fait, s'il veut s'en inspirer, bienvenue, etc. Donc il y a cette idée un peu de bien commun aussi quelque part derrière ça. Mais donc, c'est ça. Donc, j'espère qu'il y aura non seulement le collectif La Nuée, mais un réseau d'éco-communautés qui va continuer à se construire. Puis, des bons moments que j'avais vécu, par exemple, justement, avec toi, Hugo, au Forum de Zeg, ben, il y avait des gens des éco-communautés qui venaient se former sur le Forum de Zeg ensemble au séminaire, et puis qui l'ont apporté chez eux. Puis, c'est des très beaux outils, ça. Ben, d'avoir comme ça un réseau d'outils où on peut apprendre les uns des autres, puis progresser ensemble, puis faire vivre pas juste l'éco-communauté, mais les outils, les façons de faire. Ben, tout ça, ça fait partie de la transition pour moi. Ça fait partie on sort on prend responsabilité, ça c'est la première affaire parce que je suis activiste climatique. Donc on arrête de faire n'importe quoi. Et puis on se connecte vraiment avec la nature et puis on partage des bonnes solutions et puis on apprend aussi à vivre de nos défis, avec nos défis, et puis on traverse ça. Dans 10 ans, on n'en aura juste plus. Non, je fais non. Il y en Et aura tu nous parlais, et tu nous parlais aussi, Hugo, de créer un événement de rassemblant pour les éco-communautés. Ben, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, vraiment, là, parce que, ben, tu le sais, j'ai déjà fait le guide là, des éco-communautés qui est distribué sur Facebook, là. Et pour moi, c'est important qu'il y ait des échanges qui se fassent d'une communauté à l'autre, qu'on se parle de nos expériences, qu'on se raconte les bons coups, les moins bons coups, et d'organiser quelque chose dans ce sens-là. Ben, je pense qu'on est vraiment partant, là, nous, à la nuée, pour travailler là-dessus. Oui, ben oui, c'est ça, on s'en parlait ce printemps. Puis, euh, tu sais, mettons, moi, comme dans ma vie, je suis pas rendu à, à avoir le temps pour organiser ça, mais c'est quelque chose qui me trotte vraiment dans la tête. Puis que d'ici quelques années, je pense que oui, que je vais avoir le temps puis l'intérêt. Puis c'est clairement sur ma liste de choses que j'aimerais faire là, durant ma vie, tu sais. Puis, tu sais, je réfléchis souvent à comment ce serait le meilleur moyen de connecter tous les gens qui sont, euh, tu sais, qui vivent en éco-communauté au Québec. Puis, euh, tu sais, virtuellement, oui, de temps en temps, est-ce qu'on, tu sais, on est pour faire une liste d'envois courriels, des rencontres Zoom, puis tu sais, je sais pas, je pense vraiment que la meilleure façon, c'est de se voir de, comme une fois par année, c'est pas trop demandant en termes de temps, c'est face à face. Donc, tu sais, les connexions vont être beaucoup plus vraies, puis solidifiées dans nos mémoires. Tu sais, je regarde à distance les événements que le GEN en Europe organise, le Global Eco Village Network.
Ils en font un par année, puis ça a l'air vraiment comme... Il y a comme 600 personnes qui vont là, là. Puis le rassemblement des oasis aussi en France, c'est comme... C'est rendu, c'est vraiment bien organisé, là. On a vraiment beaucoup à apprendre du réseau français des colibris des oasis. Oui. On pourrait vraiment se baser là-dessus pour faire de quoi au Québec, là. Puis je pense qu'un événement annuel où on se rencontrerait, puis, tu sais, je sais pas, ce serait quoi les activités. Est-ce que ce serait comme plus axé sur le réseautage? Est-ce que ce serait plus comme pour faire connaître le mouvement? Peut-être les deux. Tu sais, je sais pas exactement quelle forme ça pourrait prendre, mais ce serait ce serait forcément là, à essayer. Puis je vois la nuit qui organise beaucoup d'événements, puis que cette ouverture-là. Puis je me dis, oui, ça serait un bel endroit là, pour faire ça. Atlantis, c'est très bon dans l'organisation. Et puis, pour ce qui est de créer moi, je pense qu'il faut créer un noyau si on veut faire un événement comme ça. Tu sais, Ouais. c'est pas la nuée qui va recevoir tout le monde. Il faut créer un noyau, puis que les gens se disent entre eux, ben, qu'est-ce qu'on veut faire dans une fin de semaine comme celle-là, tu sais. On n'aura peut-être pas tout le monde la première année, puis on peut commencer petit, puis c'est correct, là. Je veux dire, les gens qui sont appelés, se sentent appelés, viennent, et puis c'est comme ça que ça commence. Et puis l'année d'après, ben, peut-être qu'on aura plus de monde, puis l'année d'après, plus de monde. Mhm. Mais on a aussi quand même une capacité d'accueil qui est pas infinie à la nuée, tu sais. Fait que moi, je me dis, commençons petit, puis faisons une première proposition, puis voyons ce que ça donne, dans le fond. Ouais. Oh, ouais, absolument. Ça pourrait là, avoir quelque chose qui a de l'allure. Mais tu sais, comme on en avait parlé avec Atlantis, là, puis ça me trotte encore dans la tête, là, tout ça, mais tu sais, je sais pas si j'ai le goût de l'initier, parce que là, après ça, c'est le temps et l'implication. Puis, tu sais, j'ai encore un enfant qui est pas si vieux que ça, qui a 6 ans, puis qu'il faut que je m'implique à la maison, il faut que je m'implique dans la communauté, il faut que je m'implique à plusieurs égards. Mais moi, ça fait vraiment partie de comme ma mission de vie, là, de mettre ma créativité au service de l'épanouissement humain, puis de Mhm. faire des genres de rassemblements comme ça que moi je triperais beaucoup, là, pas nécessité, pas quelque chose qui se fait déjà dans le sens de love and light ou quoi que ce soit, mais juste des gens qui vivent en communauté, puis on se prend un temps, puis on se rassemble, puis à un moment donné, si oui, on l'ouvre au public plus large, on l'ouvre au public plus large, puis on voit ensemble comment ça pourrait devenir, mais c'est ça, je veux pas mettre le petit doigt dans l'engrenage, que ça prenne tout mon bras, là. Je vis, D'accord, je vis d'accord. ça, Ben, moi, je suis partante pour faire partie de l'équipe. ouais. Puis, je suis habituée de travailler avec Atlantis, puis je pense que d'habitude, on fait une belle équipe. Fait que on a besoin d'avoir une coupe de braves avec nous autres, puis ça devrait pouvoir se faire. Mais comme je te dis, on commence petit. C'est ça l'idée. C'est vraiment toujours de se dire, OK, on veut-tu un rassemblement de 200 personnes ou si 20, ça serait correct, tu sais? Ouais, ouais, je comprends ce que ça. Mais moi, j'aime bien l'idée du noyau, puis d'avoir au moins trois éco-communautés au départ, ça me paraîtrait une base, parce que deux, c'est un peu léger. Donc, Ouais. une troisième là, qui serait intéressée à rejoindre, une quatrième, c'est correct aussi, là, mais pour un petit noyau pour commencer, puis ouais, je trouve ça, c'est une bonne idée. Comme ça en met pas trop sur les épaules des uns des autres, parce que effectivement, on a le droit de garder son équilibre de vie, même si c'est pas toujours facile. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bon, ça me fait réfléchir à quoi, de quoi de simple qu'on pourrait organiser. Il y a peut-être aussi, excusez-moi, mais des personnes à l'extérieur des éco-communautés, mais comme par exemple le répertoire des éco-communautés, c'était pas quelqu'un d'une éco-communauté qui l'avait créé. Des fois, il y a tu sais, des personnes qui sont moteurs, mais qui font pas elles-mêmes encore partie d'une éco-communauté, qui peuvent mettre l'épaule à la roue aussi. Mm. Et tu sais, d'ailleurs, ce qu'on est en train de se parler, ça se faisait là, quand, dans le temps du Montrador, puis tout ça. Il y a encore des traces de ça qui existent. Mais tu sais, faut être sûr de ne pas tomber en burn-out éco-communautaire parce qu'on
parce qu'on n'en a pas trop, là. Parce que je vis en ce moment une situation où j'ai j'ai voulu prendre une initiative de créer quelque chose, puis ça s'est mélangé à plein d'autres choses. Je peux dire c'est quoi, là. Ça s'est mélangé à plein d'autres choses, puis je me retrouve à gérer beaucoup plus que ce que je OK, pense. Fait que OK, des fois, OK. des fois c'est dangereux, il faut quand même être sage là-dessus, mais ça me trotte dans la tête depuis ce printemps, là. Fait que peut-être Mm. que je vais vous relancer là-dessus ou on Ouais. verra avec Atlantis. En tout cas, je trouve que c'est une très belle idée. Oui, J'aime beaucoup l'idée. moi aussi, ça m'inspire et ça me nourrit beaucoup. Chouette. Est-ce que il y a d'autres sujets que vous voulez aborder avant qu'on finisse? Je pense qu'on a fait le tour. Je Ben, peux moi, rien à je suis sûre qu'on pourrait parler des heures, mais là, tout de suite, ouais, c'est bon pour moi aussi. Yes. Est-ce qu'on fait un petit tour de fermeture avec quoi on repart de notre belle discussion? Je peux commencer. Dans le sens, je suis tout le temps très encouragé d'avoir des discussions. Je trouve que ça fait un beau prétexte pour se parler de quelque chose qu'on n'aurait pas nécessairement abordé. Et puis, ça me, ouais, ça me projette dans le futur un peu. La dernière question elle m'est comme restée comme, eh oui, euh, réseau des communautés intentionnelles du Québec dans 10 ans. Je sais pas. Ça me fait rêver. C'est le bon mot. Je pars avec un peu de rêve. Nathalie, tu pars avec quoi? Ouais, mais moi, c'est un peu pareil. En fait, le fait de voir plus loin, voir au-delà, ça m'a fait du bien. Je vois ça tous les jours. Là, je suis comme, ah, mais il y a le futur. Et quelque part, ça replace ces éléments, ça met de l'optimisme. C'est encourageant, c'est motivant, mais ça donne de la hauteur aussi. C'est ça. Donc, je repars avec un peu de hauteur. Voilà. Merci. Et moi, je dirais que je repars avec de la confiance parce que je sais qu'il y a tellement de belles personnes dans le réseau des éco-communautés que quand je pense qu'on va faire un rassemblement, je sais pas, je trouve ça, ça me nourrit, ça me donne de la confiance, je suis contente. Et puis, l'immersion, c'est la même chose, c'est un beau rendez-vous avec des belles personnes, fait que j'ai, j'ai juste envie de vivre ça, c'est tout. Hmm, yes. Merci beaucoup. Puis merci d'avoir accepté les deux de participer à cette discussion. Et puis on se revoit, puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup à toi, Hugo, pour tes belles Merci à questions toi, et puis, Hugo. d'avoir fait ça à minuit et quelques. En plus, mais merci pour l'invitation, c'est vraiment très, très apprécié. Hmm, merci.